d'abord demander aux trois intervenants de cette table ronde de me rejoindre. Donc Jean-Pierre Cavalier, qui est délégué en région PACA de la CIMAD, le docteur Didier Bueno, médecin chargé de l'accueil médical des mineurs étrangers isolés à l'association Image Santé Jeunes, et le docteur Julien Salé, médecin intervenant au comité médical pour les exilés, la COMED. Voilà, alors juste quelques mots sur le déroulé de cette table ronde qui sera semblable aux précédentes, mais enfin pour ceux peut-être qui nous ont rejoints, que dans un premier temps nous allons projeter une vidéo avec un témoignage, l'extrait d'un témoignage d'un migrant du Libéria, et ensuite je donnerai la parole à chacun des trois intervenants que je viens de présenter. Et avant qu'on ne nous le rappelle, je rappelle moi-même que ces interventions ne devront pas excéder 15 minutes, que je pourrai intervenir au cours de ces 15 minutes, et qu'ensuite la parole sera donnée à la salle, soit pour poser des questions, soit pour apporter une information complémentaire, et que ces questions pourront aussi s'adresser aux représentants du ministère des Affaires étrangères que nous venons d'écouter. Voilà, alors si on peut projeter la vidéo, pour commencer. Merci. I'm in foyer because I don't have family here. They are helping me to go to school, and after to have a job, and I have a paper, and I have a stay in France. Yo, Frankie? Yeah. How are you? I'm fine. In my country, my father and my mother, they have died, and I have so many problems, and I don't know anybody. I don't know anyone who can take care of me, and I decided to leave my country, and I take ship, and when I take the ship, I don't know where the ship is going. Whether it's going to Europe or Africa, I don't know. I have a bottle of water like this, tray, and I have a bread, depend, comme ça, thrower. I have spent 24 days in the ship before I reach here. First time when I came here, I don't know anybody. I sleep outside for 3 days, and after 3 days, somebody take me to Croix Rouge, and after Croix Rouge, they send me to Adaptrez, Acote Vapor, and after that I continue to sleep outside for 4 months. I have so many troubles before, and now I'm in foyer, because now I thank God that I'm in foyer. In my country, I'm a fisherman, and so far as I'm here, I want to work in ship, bateau, pension, mechanic. Yes, I want to do this work. I want to make my life here, continue school to comprendre français, and have a job to do, and after our marriage, find a woman, and I have a baby, and continue my future. I want to stay here for my life. Voilà un témoignage très fort qui ouvre parfaitement cette table ronde. Alors je pense que beaucoup d'entre vous ont participé aux 2 tables rondes qui ont précédé ce matin sur les déterminants qui favorisent l'immigration, et puis ensuite sur les risques et les périls sanitaires et sécuritaires au cours du trajet. Alors maintenant, c'est l'arrivée, enfin. Alors est-ce que, en l'occurrence, c'est l'arrivée en France? Alors sans parler d'Eldorado, est-ce que c'est enfin la fin de la galère, la fin des soucis, des difficultés? Eh bien, on a vu avec ce témoignage que ce n'est pas vraiment le cas, mais on va en parler plus précisément durant cette table ronde, où il sera question de l'arrivée, des formalités, des conditions d'accueil pour les migrants, de leur état de santé et de leur possibilité d'accès aux soins notamment. Voilà, alors immédiatement, je vais donner la parole à Jean-Pierre Cavalier. Jean-Pierre Cavalier qui donc représente la CIMAD en tant que délégué régional, et peut-être dire, alors qui va nous parler du mauvais accueil comme facteur de dégradation de la santé,
formalités administratives infligées, conséquences, etc. Et puis il y a une actualité là-dessus sur laquelle je reviendrai. Mais alors peut-être quelques mots, vraiment quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas la CIMAD, ça m'étonnerait, mais enfin bon, on ne sait jamais. Ah oui, moi le mien, je ne le lâche pas, je vous préviens. La CIMAD est née en 1939 et c'est une organisation de solidarité et de défense des droits des migrants et réfugiés. Voilà. D'accord. Je vais rentrer plus dans le détail. D'accord. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous donner, il y a eu beaucoup de chiffres ce matin, au niveau plutôt mondial, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, si ce n'est sur Marseille, au moins sur la France, les chiffres concernant l'immigration? Alors on est à 58 millions et quelques d'habitants, il y a 3,7 millions d'étrangers en France. C'est intéressant de voir que les chiffres bougent. Il y a maintenant, d'après les derniers chiffres de l'INSEE, il y a 3,5 millions, quasiment la même chose, d'étrangers, de Français à l'étranger. Donc déjà, si on disait faut que chacun rentre chez soi, le fait de renvoyer les étrangers, ça ne créerait pas des emplois. Il y en a autant de chaque côté. Ensuite, il y a presque 6 millions d'immigrés. Alors un étranger n'a pas la nationalité française. Les immigrés sont des gens qui sont des étrangers à l'étranger. Un certain nombre d'entre eux ont maintenant acquis la nationalité française. Ça veut dire que c'est une proportion qui reste raisonnable. On est à 9%, c'est pas extraordinaire. Hein. Voilà. On a connu des périodes où il y avait beaucoup plus d'étrangers en proportion de la population. Et sinon, par rapport aux demandeurs d'asile, ça varie entre les 40 et 60 000. On est à 60 000. Là, cette année, on va monter au-dessus, mais je n'ai pas les derniers chiffres. Mais c'est sûr cette fois-ci, on va être au-delà. Le taux d'accord, ça varie entre 20% et 30%. Alors quand on compte ces chiffres-là, on intègre, aujourd'hui on est à peu près un tiers, on intègre tout le monde, les conjoints, les enfants, etc. Donc voilà, on gonfle les chiffres au maximum, mais on arrive à peine à un tiers. On fait partie, au niveau de la vieille Europe, des taux d'accord qui sont quand même les plus bas. Alors un point peut-être sémantique qui vous intéresse, je crois, est-ce qu'il faut parler de migrants ou de réfugiés? On l'a évoqué ce matin, mais vous, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Moi, je suis partisan de parler de réfugiés. Pourquoi? D'abord, migrare, ça veut dire voyager au loin. Ça dit une réalité, ça ne dit rien sur pourquoi les gens y partent. Réfugié, ça s'ancre dans une vieille tradition qui sous-entend pour nous, au minimum, l'accueil et la protection. Et du coup, je pense que c'est un mot qui est porteur. Maintenant, c'est pas de la provocation, mais ce que je dis va provoquer. Je pense, on a dit ce matin qu'il y a, d'après l'ONU, 1 milliard on les appelle migrants, d'après l'ONU, sur la planète. Sur ce milliard, il y en a 230 millions, peut-être 240 millions, qui sont des migrants internationaux. Je pense qu'il faut les considérer tous maintenant comme des réfugiés. Et je ne dis pas ça par provocation, je m'appuie d'abord sur des déclarations du haut-commissaire aux réfugiés, Antonio Guterres, et du secrétaire général Ban Ki-moon, qui déclarent déjà depuis plusieurs années les gens migrent pour des raisons diverses, on est d'accord, mais ces raisons qui sont à la fois économiques, politiques, environnementales, climatiques et existentielles, ces raisons sont de plus en plus entremêlées. On peut distinguer ces raisons, mais on ne peut pas séparer des personnes sur la base de ces raisons. Ça, c'est la première. Si vous prenez le Darfour, vous allez mettre en évidence quoi comme raison? Toutes les raisons peuvent exister. Et c'est vrai pour des tas et des tas de pays. Bien sûr, les gens qui arrivent ici, ils vont mettre en évidence la raison politique, parce que c'est la seule porte d'entrée qu'on a ouverte. Donc forcément, ils vont chercher à prouver qu'ils sont des demandeurs d'asile politiques. Mais d'abord, ça a été dit ce matin, la raison politique, dans les 5 raisons invocables par la Convention de Genève, la raison politique, c'est la dernière mentionnée. Il y en a 4 autres. Et c'est même pas l'engagement politique, c'est les opinions politiques. Deuxièmement,
les droits fondamentaux, qui sont notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ils ont été déclinés sous des termes beaucoup plus précis dans des pactes internationaux en 1966, sous la forme de deux piliers, comme on dit, les droits civils et politiques, et d'autre part, les droits économiques, sociaux et culturels. Mais 2 ans après, les Nations Unies ont déclaré, ça a été reconfirmé en 1993, que ces droits fondamentaux, ces deux piliers que la guerre froide a séparés, ils sont universels, valables pour tout le monde sans condition. Donc, en clair, la situation administrative, les papiers, on s'en fiche pour ça, ça ne compte pas. Deuxièmement, ils sont indivisibles et ils sont interdépendants. Ça veut dire que pour moi, en tout cas, quand on viole un droit fondamental, on viole tous les droits. Ce sont les mêmes régimes qui bafouent les droits économiques, qui bafouent aussi les droits politiques. Et ce sont les politiques économiques qui existent. Une victime de politique économique, vous le mettez de quel côté? Du côté politique ou du côté économique? Tout ça, pour moi, c'est la même chose. Ce sont des réfugiés, ils ont des raisons différentes, mais tous, ils ont à être accueillis et à être protégés. Voilà, seulement justement, est-ce le cas? Alors, vous ne pourrez pas être exhaustif sur le parcours du combattant et les démarches administratives que doit faire un réfugié, donc, mais peut-être nous donner quelques points. Et à ce sujet, immédiatement, j'ai envie, en tant que journaliste, de dire, je ne sais pas si c'est un scoop ou si c'est un secret de Polichinelle, mais il semblerait que la plateforme Asile va annoncer sa fermeture faute de moyens. Alors on vient de nous donner, M. Manuel Bourriez nous a dit tout ce qu'on faisait, peut-être tout à l'heure dans les questions, ça sera pas mal d'y revenir, mais voilà, alors je voulais lancer ça parce que vous allez être amené à nous parler de cette plateforme, certainement qui fait partie de ce parcours du combattant. C'est le premier lieu d'accueil, effectivement, la plateforme Asile. Les journalistes sont généralement bien renseignés, donc je pense que si tu l'annonces, c'est qu'il doit y avoir... S'il doit y avoir de bonnes raisons, il est en tout cas, en fait, ils sont en train de se réunir maintenant. Il est possible, je ne parle pas pour eux, qu'ils déclarent qu'ils vont, en tout cas, que Hospitalité pour les femmes qui portent la plateforme Asile, si ce n'est pas eux, après ça sera d'autres, il est possible qu'ils annoncent qu'ils abandonnent cette mission-là. Ça sera à eux de le confirmer. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'ils n'ont pas du tout les moyens. Et la préfecture a refusé, bon c'est la préfecture, c'est l'OFI, enfin, peu importe qui, en tout cas c'est au niveau de l'État, a jusqu'à présent refusé de donner des moyens supplémentaires. C'est une bonne entrée dans cette question, puisqu'on va l'aborder sous l'angle de quelle est l'incidence sur la santé, dans la définition de l'OMS bien sûr, physique, mentale et aussi sur le bien-être, quelles conséquences ça a. Mais alors d'abord, avant d'entrer, bien sûr qu'on va en parler, mais d'abord peut-être mieux nous expliquer, donc encore une fois, quand un migrant, un réfugié arrive à Marseille, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se rend à la préfecture, on a vu avec le témoignage qu'il pouvait passer des nuits dehors. Alors, il va d'abord à la plateforme Asile. Alors justement, il leur faudrait, ils ont eu 50% d'augmentation de personnes reçues à la plateforme Asile à Marseille. Depuis l'été. Ils ont fait face, mais au bout d'un moment, ça devient impossible. Là, en fait, ce que je vais montrer, je précise, c'est que ces conditions de non-accueil, vous savez que accueillir, colligérer, ça veut dire se lier jusqu'au bout. On se passe, on se marie, on se fait ce qu'on veut, en tout cas, accueil, c'est un mot qui est fort. C'est du non-accueil qui est organisé en France. On n'est pas les seuls, mais en tout cas, on parle de chez nous. C'est ça que je vais montrer, que ce non-accueil rajoute des souffrances à des personnes qui souffrent déjà beaucoup, même s'ils arrivent à tenir le choc, même si effectivement ce sont des gens qui sont costauds qui partent, physiquement, mentalement, n'empêche qu'ils en ont pris plein la figure, comme on dit, et arrivé ici, on se dit, ça y est, on va pouvoir se lâcher. Non, ça continue, et on en rajoute. Alors, pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, là je parle des demandeurs d'asile, après, parce qu'on ne pourra pas effectivement tout aborder, mais il peut y avoir des questions qui seront posées après pour cette situation.
on va d'abord à la plateforme Asile qui est chargée de traiter tout ce qui est la première demande et aider à instruire la demande au niveau de l'OFPRA, l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides, mais aussi voir la situation administrative, la situation sociale, vous voyez un petit peu le boulot que c'est, et avec la traduction. Au point où ils en sont à la plateforme Asile, hein, et chapeau pour les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales surtout, qui bossent à la plateforme, en faisant le maximum, ils arrivent à avoir 2 heures. Et je l'ai dit, avec la traduction, alors, premièrement, c'est des conditions d'accueil incroyables. C'est la queue dehors, on se bouscule, et puis on est obligé de... Il y en a qui pète les plombs, il y en a un qui a volé ses papiers, ça a été la panique. Pour les travailleurs sociaux, ce sont des conditions épouvantables, donc c'est du stress en permanence. Du stress des 2 côtés. Parce que nous, avant, on faisait 6 à 7 heures, 8 heures pour faire un dossier. Parce que les gens qui arrivent ont besoin de prendre leur temps, d'être écoutés. Hein. Et là, il faut faire très vite, ce qui veut dire que remplir le dossier pour l'OFPRA, ça devient de l'interrogatoire de police, même quand on fait l'effort de le faire. Parce qu'il faut faire vite, parce qu'il ne faut rien oublier. Si on oublie quelque chose, eh bien le dossier sera refusé. Hein, il faut toutes les pièces, c'est très extrêmement. Cela ressemble plus à un interrogatoire qu'à une mise en confiance. Même si on essaye de le faire autrement. En tout cas, c'est vraiment pas comme ça qu'il faudrait faire. Deuxièmement, ensuite, on va à la préfecture. Hein. À la préfecture, régulièrement, et ces temps-ci, c'était aussi le cas, on a eu beau essayer de mettre les médias dans le coup, il faut dormir, ou en tout cas être là à 2 heures du matin, au moins, pour avoir des chances de pouvoir rentrer et d'avoir un récépissé. Maintenant, ça s'appelle une attestation, peu importe, en tout cas. Hein. Mais qu'il fasse froid ou en pleine, peu importe, 2 heures du matin. On l'a fait, nous, pour voir qu'est-ce que ça veut dire physiquement. Il faut vraiment être costaud. Si on a le moins de problèmes physiques, on ne tiendra pas, il faudra que quelqu'un d'autre le fasse. Et après, pour faire le dossier à l'OFPRA, alors je pourrais en rajouter, mais ce sont des conditions qui sont inacceptables, qui ne respectent pas la directive européenne sur les normes minimales d'accueil, mais c'est du mauvais traitement, tout simplement. Et si la plateforme ferme, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera pire? J'en sais rien. Il y en a d'autres qui prendront la relève. Qu'est-ce qu'ils feront dans de telles conditions? Parce que maintenant, c'est un marché. Pour moi, le marché, ça concerne les boîtes de conserve. Ça ne concerne pas des êtres humains, et surtout des êtres humains qui ont souffert. Et sur ces organisations, on fait pression pour faire le plus vite possible, et surtout, la grande préoccupation qui est au-dessus des êtres humains, il faut que ça coûte le moins cher possible. C'est une honte absolue. Et donc, vous constatez des répercussions, bien sûr, sur la santé, ce stress cumulé par le départ, le trajet, et puis l'arrivée, ça continue, quoi. Alors, les médecins constatent effectivement que ça a des répercussions sur la santé. Mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'à l'inverse, un vrai accueil, la prise en considération des personnes, ça fait des miracles. Que effectivement, la santé, c'est la santé pas du corps, mais de la personne, et que organiser l'accueil, la convivialité, l'écoute des gens, de ces personnes, c'est rentable, au sens humain du terme. Là, on est dans un exercice de santé, mais ça nous fait du bien aussi à nous, parce que ça nous place sur un plan d'humanité, et ça nous remet peut-être les valeurs fondamentales dans la tête et dans le comportement. On a tout à y gagner. Et ça existe quand même des formes d'accueil dans le milieu associatif, je suppose, essentiellement. Par exemple, nous, avant les permanences juridiques, on commence par un temps collectif où chacun a la parole, s'écoute. On a créé des groupes de parole, qui sont devenus aussi après des groupes d'action, au début on s'est dit c'est pour les migrants réfugiés, et après on s'est dit mais il n'y a pas de raison de les mettre à part, en fait c'est pour tous ceux qui se sentent solidaires et qui veulent faire quelque chose ensemble. Là oui, ça fait des miracles. Alors, il y a une question peut-être que j'ai envie de vous poser, qui est un peu personnelle. On a évoqué ce matin, d'ailleurs, toutes les richesses que peuvent apporter ces migrants, ces réfugiés, des richesses qui peuvent être humaines, culturelles, elles peuvent être aussi intellectuelles, et on voit qu'on manque de médecins, et qu'on a souvent fait appel, maintenant on fait souvent appel à des médecins étrangers.
Alors pourquoi se priver? L'Allemagne a ouvert ses portes, à un moment donné en tout cas. Pourquoi se priver de tout ce bénéfice, à votre avis? Alors, tu me poses une question, puis on me dit c'est fini. Je vais essayer de faire court. Non, mais c'est normal de respecter son travail. On a mis en place, à partir de 1984, la fermeture officielle des frontières, c'est 1974. En fait, la vraie fermeture, c'est en 1984, quand la France adopte le néolibéralisme, sans le dire. Et du coup, il rentre dans des logiques de concurrence internationale, en fait, de guerre économique internationale, dans laquelle, pour gagner des marchés extérieurs, il va falloir faire le moins cher et donc faire baisser le coût de la main-d'œuvre. On va adopter 3 stratégies. Une qui va être l'automation de la production. On se passe de main-d'œuvre, d'où le chômage de masse. Ce n'est pas un coup des Arabes avec l'augmentation du pétrole. C'est une stratégie parfaitement choisie. Deuxièmement, la délocalisation dans des pays où il y a le travail des enfants, le travail des femmes, etc., dans des conditions épouvantables, avec des écarts de 1 à 65 à l'époque. Mais il y avait des secteurs qui utilisaient beaucoup de main-d'œuvre et qu'on ne pouvait ni délocaliser ni automatiser. Agriculture, le service à la personne, le bâtiment et d'autres. Et du coup, là, on va trouver une astuce pour avoir des travailleurs sans droit. On va fabriquer des travailleurs étrangers sans papier, avec un truc tout simple. Les lois Pasqua, surtout de 86, va dire, quand vos papiers sont plus en règle, il ne faut plus aller à la préfecture, vous retournez au pays. Et pour revenir, on va systématiser le visa, qui est discrétionnaire. On vous le donne, on ne vous le donne pas, on fait ce qu'on veut. Et donc, on va vite comprendre que si je pars, je ne reviens pas, donc je reste en situation irrégulière. On va comme ça fabriquer dans toute l'Europe des centaines de milliers de travailleurs, de nouveaux esclaves ou de nouveaux esclaves, exactement. Je crois que c'était important de le replacer dans le contexte de mondialisation libérale, effectivement, cette attitude dans laquelle. Bien. Merci Jean-Pierre Cavalier, mais vous serez amené sûrement à répondre à des questions tout à l'heure. Je donne la parole au docteur Didier Bueno en lui demandant peut-être d'abord de nous présenter cette consultation transculturelle médicale des mineurs étrangers isolés au sein d'Image Santé. Merci. Et depuis plusieurs années, presque 10 ans maintenant, j'ai eu la chance de travailler à l'association Image Santé à Marseille, qui s'occupe de la santé des jeunes, et qui m'a donné carte blanche et tous les moyens pour parvenir à créer cette consultation spécifiquement dédiée aux mineurs isolés étrangers. Mineurs isolés étrangers, c'est-à-dire mineurs, c'est-à-dire que ce sont les gamins que je reçois, isolés, qui n'ont absolument aucune famille, aucun lien parental sur le territoire marseillais ou sur le territoire français, étrangers, c'est-à-dire qu'ils viennent d'ailleurs, et ces ailleurs sont assez vastes, assez diverses. Les grands courants que je pourrais décrire des personnes que je reçois, beaucoup viennent d'Afrique subsaharienne et beaucoup viennent d'Afghanistan, du Pakistan. En gros, c'est à peu près ces deux grandes origines que je peux distinguer. Alors pourquoi s'intéresser aux mineurs isolés? Parce que j'ai senti petit à petit que ce public mettait en évidence de manière exemplaire tout le déchirement que signifie la migration. Je vais vous décrire un peu la consultation. La consultation se passe toujours avec un interprète en langue maternelle. C'est important, on a un pool d'interprètes qui ne sont pas des traducteurs de mots. Ce ne sont pas des traducteurs de mots, ce sont des médiateurs transculturels. C'est-à-dire qu'ils me permettent, moi, de comprendre la culture d'où est extrait le jeune qui vient d'arriver et qui permet à ce jeune, qui pour bon nombre d'entre eux n'ont jamais vu un médecin de leur vie, jamais, leur permettre de me situer, c'est-à-dire qui je suis en tant que professionnel qui va s'occuper d'eux. Donc on m'a demandé de parler de leur santé. Leur santé, je vais le faire schématiquement trois grandes étapes de leur parcours. Peut-être je vais vous interrompre d'abord, vous demander comment êtes-vous sûr qu'ils sont mineurs, à part les enfants évidemment, mais comment êtes-vous sûr ils n'ont pas de papier, je suppose. Moi je ne me pose pas la question, c'est pas moi qui me pose la question, mais je reviendrai là-dessus. Parce que ce qui est particulièrement
exemplaire, comme je vous le disais, dans le déchirement de la migration, c'est que ce public est exemplaire, c'est que c'est un public particulièrement maltraité. Maltraité, de la maltraitance. Le mot n'est pas trop fort, croyez-moi. Et je reviendrai tout à l'heure sur cette question de minorité qui soulève un problème, je crois. Un problème et l'indignation d'un certain nombre d'acteurs. Donc j'ai l'habitude de distinguer 3 grandes étapes de leur village d'origine jusque dans les rues de Marseille. Dans les rues de Marseille, j'insiste bien. La première, évidemment, ils viennent de quelque part. Alors, c'est pas des grandes pathologies africaines tropicales que je découvre. Hein. Pour une fois avoir diagnostiqué une bilharziose, typiquement africain, bien nombre de fois, j'ai pas eu du tout de ces grandes pathologies muséales, coloniales que vous pouvez imaginer quand on fait ses études de médecine. Mais quand même, beaucoup d'entre eux sont malades. Sont malades quand ils partent. Ces maladies sont distinguables selon l'origine. Beaucoup de jeunes Africains subsahariens sont porteurs de l'hépatite B, notamment. Un certain nombre d'entre eux sont guéris, parce qu'on en guérit spontanément. Un certain nombre d'entre eux sont malades, c'est-à-dire qu'ils ont une hépatite B évolutive. Maladie qui est non seulement, bien entendu, extrêmement dangereuse pour la personne qui en souffre, mais qui est sexuellement transmissible. Donc là, il faut dépister, extrêmement important, grâce à nos partenaires, notamment au SIDAG, parce que ce sont des maladies qui sont susceptibles d'être transmises. Certains autres, et particulièrement les jeunes qui viennent d'Afghanistan, du Pakistan également, sont ce que j'appellerais, un peu rapidement, porteurs sains de la tuberculose. Donc il faut dépister également et qu'il faut traiter. Il faut traiter parce qu'ils sont susceptibles, lors du stress qu'est le parcours migratoire, de décompenser et de déclarer une tuberculose évolutive. Donc là encore, on touche à un problème de santé publique. C'est-à-dire que ce sont des personnes qu'il faut absolument soigner de manière à ce que cette pathologie ne se dissémine pas. Donc ils sont malades quand ils sont partis, mais ils sont aussi partis parce que, pour grand nombre d'entre eux, et Jean-Pierre l'a vraiment bien montré, j'ai trouvé extraordinaire ce qu'il nous a dit, ils sont partis parce que certains ont fui la guerre, les jeunes Afghans ont fui la guerre, ont fui les tortures qui les ont touchés personnellement, mais qui ont touché également leur famille. Donc finalement, ils ont fui la guerre. D'autres vont dire, moi je suis parti parce que chez moi, appartenir à les murs, il n'y a pas grand avenir. Moi je suis parti parce que j'étais soutien de famille, parce que je n'avais plus les moyens de nourrir mes frères et sœurs, et que la seule solution pour moi, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, pour que mes sœurs ne se prostituent pas, c'était d'arriver en France, en Europe, pour envoyer par la suite, après avoir trouvé du travail, un petit pécule pour permettre à cette famille de scolariser les enfants, aux parents de se nourrir. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de distinction à faire. Oui, je reprends les maladies préexistantes. Au départ, vous avez évoqué les maladies très connues comme la tuberculose, l'hépatite. Et est-ce que vous rencontrez aussi des maladies telles que la thalassémie, la drépanocytose, et ce qu'on appelle un peu les maladies orphelines, et qui sont présentes, je crois, dans le pays africain, comme elles sont présentes en Méditerranée d'ailleurs? Oui, mais c'est marginal. Oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire, je ne veux pas faire des diagnostics muséales de pathologies qu'on va retrouver dans les descriptions coloniales. C'est pas du tout ça. Il faut comprendre aussi que ces jeunes qui arrivent sont survivants, rescapés. Ce sont les plus costauds qui arrivent. Donc ils partent. Certains d'entre eux sont partis à l'âge de 12 ans de leur pays d'origine. À l'âge de 12 ans. L'autre jour, j'ai un gamin qui a fondu en larmes parce qu'il n'avait pas de nouvelles depuis qu'il avait quitté de sa maman. Ils sont des tout petits. Tout petits, mais là où l'interprète est extrêmement important, c'est qu'il va me resituer ce que sont les relations familiales, qui ne sont pas du tout les mêmes que dans notre culture. Et là aussi, c'est important, je reviendrai sur le. Donc ils ont traversé le parcours migratoire, ils ont traversé le
désert, ils ont traversé les pays en guerre, ils ont traversé l'Irak, ils ont traversé le désert saharien. Ce sont des jeunes qui sont particulièrement vulnérables dans leur parcours migratoire. Ils ont été esclaves en Égypte, esclaves en Libye, pardon. Libye qui est un pays que tous décrivent comme étant extrêmement dangereux et où ils sont particulièrement menacés. Frappés, violés. Je reçois essentiellement des garçons. Je reçois assez peu de filles parce que les filles sont assez rapidement, elles sont exportées en fait par des filières de trafic humain. Les garçons partent généralement tout seuls. Et, bon, bien entendu, cette pathologie liée au parcours migratoire, que l'on retrouve à l'interrogatoire sous la forme du syndrome de stress post-traumatique qui est quasiment toujours présent. Quelle sorte de pathologie? Là, plutôt psychologique? C'est ça, c'est-à-dire que ce parcours a été tellement violent, tellement semé de difficultés, d'embûches, de maltraitance, et ce parcours, on ne s'en remet pas comme ça. La traversée de la Méditerranée, sur des rafiaux pourris, quand un gamin de 16 ans vous la décrit, je crois que c'est difficile de ne pas avoir les larmes aux yeux. C'est-à-dire qu'il a vécu la peur de mourir, il a vu mourir ceux qui étaient à côté. L'autre jour, il y en a un qui m'a dit, surtout, il ne fallait pas dire un mot, parce que si on se plaignait de quoi que ce soit, on était considéré comme quelqu'un de fragile, qui mettait potentiellement le bateau en danger, et on était foutu par-dessus bord. Bien entendu, on ne se remet pas comme ça dans tel parcours. Et les syndromes post-traumatiques sont extrêmement violents, avec désir de mort, paroles suicidaires, hallucinations, et encore et toujours, pourquoi je suis parti? Pourquoi j'ai mis ma vie en danger? Je suis parti, et qu'est-ce que j'ai? Le risque de mourir d'une minute à l'autre. Et la remise en question du choix migratoire, qui est extrêmement douloureux, Et l'arrivée à Marseille, à un moment ou à un autre. Et à Marseille, oui, il y a des pathologies aussi, je suppose, contractées quand ils arrivent. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que le mode de vie précaire, pathologie due à l'hygiène, le manque d'hygiène, la gale, la furunculose, le diarrhée aiguë, toutes ces pathologies, bien sûr, bien entendu. Et l'arrivée à Marseille, le jeune que vous avez vu en vidéo, je l'ai reçu en consultation, il a bien écrit, c'est-à-dire qu'arrivé à Marseille, ils sont assez vite repérés par les éducateurs de rue de la Nappe. Et ce sont les éducateurs de rue de la Nappe qui les amènent vers moi en consultation. Pour certains d'entre eux, ils vivent 4 mois, voire 6 mois dans la rue à Marseille, c'est-à-dire dans la rue parmi les grands précaires de la vie marseillaise, les grands clochards. Ils n'ont aucune possibilité d'hébergement, parce que se déclarant mineurs, ils ne peuvent pas bénéficier des services du 115 et de l'hébergement social. Et ils sont soit à la gare Saint-Charles, sur les bancs, ils sommeillent pendant une demi-heure, ils sont réveillés, ils sont réveillés par tout ce qui peut traîner autour de ces victimes potentielles, trafic, violence, raquettes. Ça dure pendant des mois pour certains. Ils sont menacés également par, et là il ne faut surtout pas imaginer que c'est dérisoire, ils sont menacés par le froid qui va arriver, par les virus de saison. Alors une rhinopharyngite pour nous, c'est pas bon. On se prend une drogue, 3 aspirines, on va quand même bosser. Mais pour eux, ils n'ont que leur corps. Leur seule richesse, c'est leur corps, c'est leur capacité de travail. Et une bonne grippe, ça vous met à plat la capacité de travail. Donc c'est ressenti de manière extrêmement cruelle. Et ce qui est ressenti de manière extrêmement cruelle aussi, c'est le sort qui m'est fait. Je suis venu jusqu'ici, j'ai quitté mon pays, ma famille, mes parents, mes frères, mes sœurs. J'ai risqué la vie sur des bateaux pourris. J'arrive ici, qu'est-ce qu'on me propose? Qu'est-ce qu'on me propose? Des cartons pour dormir le soir à côté de la gare Saint-Charles. C'est une maltraitance inouïe.
Je vous rappelle encore que ces gamins, ils ont entre 14 et 17 ans. Avec aucun secours parental, aucun grand frère, aucun grande sœur. Parce que normalement, les mineurs ont droit à une protection particulière. Mais il y a également des jeunes qui ne sont plus mineurs, qui sont passés pour mineurs. Et là, je crois qu'il y a un gros problème. Il y a des tests qui sont passés. Il y a quelque chose, je crois, qui dérape un peu là. Alors, la loi est très claire. C'est-à-dire qu'un mineur qui se trouve sur le territoire doit être protégé au principe de l'aide sociale à l'enfance. Donc, la personne arrive, je suis mineur. La loi française vous oblige à me protéger. Mais les autorités sont parties du principe du doute. Vous êtes mineur. Eh bien, on va voir si c'est vrai. Et les autorités ont déployé des trésors d'imagination pour faire de ces jeunes qui s'annoncent mineurs des majeurs. C'est complètement différent comme statut. Parce que autant le mineur doit être protégé, autant le majeur est clandestin. Et donc susceptible d'être emprisonné, d'être expulsé, en tout cas certainement pas protégé. Et les autorités imposent à ce jeune de produire des papiers d'identité, qu'ils n'ont pas pour la plupart, parce qu'ils sont fait voler, parce qu'ils sont perdus, parce que les passeurs leur ont suggéré de les brûler, aussi, ou que les passeurs les ont confisqués pour les revendre, aussi. Et afin d'établir la minorité ou la majorité, on va se servir d'un certain nombre de critères. L'évaluation physique, à savoir est-ce que ce jeune qui mesure 1,80 m, qui pèse 90 kg, qui a l'air d'un joueur de rugby, est-il vraiment majeur? Il n'a vraiment pas l'air. On va demander aux éducateurs de faire l'évaluation, aux éducateurs. On va leur faire passer des tests osseux. Tests osseux qui a une approximation de plus ou moins 2 ans. C'est-à-dire que celui qui a 17 ans, le test osseux va l'établir entre 19 et 15. Et on a inventé dernièrement, encore autre chose, une expertise osseuse, une expertise dentaire, qui, elle, a une approximation de quasiment 7 ans. On est dans le grotesque. Mais du sort, du résultat de l'appréciation de ces tests, va dépendre le sort de ce jeune. Et je finirai une dernière fois, très très vite. Oui, parce que c'est... Très très vite. Et même le jeune qui est déclaré mineur par le juge, va donc être placé en maison d'enfants à caractère social. Et là encore, malgré la bienveillance que l'on pourrait supposer de l'aide sociale à l'enfance, c'est bien souvent vécu comme de la maltraitance, parce qu'une maison d'enfants à caractère social ne s'adresse pas du tout à des jeunes qui sont partis depuis des années, qui sont, malgré eux, finalement, qui ont dû devenir adultes bien trop tôt, et qui se retrouvent dans une maison d'enfants à caractère social dont ils fuient bien souvent le reste. Merci. On reviendra peut-être sur ces questions parce que il y a peut-être une solution envisagée, du positif, comme on dit, et ça peut-être on pourra en parler tout à l'heure. Docteur Julien Salé, donc vous représentez la Comède, et je vais vous demander d'abord de nous dire un petit peu ce qu'est cette association. Alors c'est le Comède. Le Comède. Le comité pour la santé des exilés. On a aussi changé de nom. C'était comité médical, on a considéré... Peut-être parler un peu plus près du on vous entend. Je crains qu'on vous entende mal. Oui. Voilà. Donc maintenant c'est comité pour la santé des exilés parce qu'on a considéré que la santé c'était plus large que le médical. Donc on a changé de nom. Le Comède, c'est une association qui travaille à la promotion de la santé, de l'accès aux soins, de l'accès aux droits des personnes migrantes, exilées. Il y a différentes formes d'activités. Dans la région parisienne, on a un centre de santé.
Mais à l'échelle nationale, et y compris ici à Marseille, on a aussi des activités de centres de ressources d'information, de formation, de recherche, d'observatoire sur la santé, sur l'accès aux soins et l'accès aux soins en lien avec la santé pour des personnes étrangères. D'accord, alors vous êtes bien placé pour nous dire ce que dit la loi en matière d'accès aux soins des populations migrantes. Oui, il y a des pratiques possibles. Quel droit, quelle démarche? Du coup, pour parler d'accès aux soins, en fait, je voulais d'abord revenir sur deux, trois choses. Alors, accès aux soins, on parle de soins. Je ne vais pas parler de la santé. La santé, ça a été abordé sur pour les mineurs, surtout par Didier avant. Mais en fait, on parle de santé depuis tout à l'heure, même si on ne parle pas, on parle de plein de choses qui vont déterminer la santé. Du coup, je vais plutôt parler de l'accès aux soins. Une fois qu'on a identifié tout ça, comment est-ce que. Précisons bien que les soins, c'est à la fois les médicaments, mais c'est aussi les consultations, c'est le suivi somatique, psychique, c'est le suivi du traitement au quotidien, c'est le traitement éventuellement à domicile, c'est la compréhension du soin, c'est pas élargir un peu. L'accès aux soins, c'est un des déterminants de la santé, c'est ce qui va. Une fois qu'on a identifié le problème, il faut le soigner. Si on ne le soigne pas, il s'aggrave, il y a d'autres problèmes qui s'y rajoutent. Là, c'est très vaste en fait comme problématique. Du coup, peut-être qu'on va continuer à parler peut-être des mêmes personnes, des personnes exilées en France, qui vont. Alors de la même façon que Didier disait qu'il n'y a pas de pathologie spécifique de la personne étrangère, migrante ou quoi, la plupart des choses qui vont déterminer l'accès aux soins pour les personnes migrantes exilées vont être les mêmes que pour la population générale. Il va s'y rajouter quelques spécificités, des vulnérabilités spécifiques du fait de leur statut, notamment administratif et tout. Donc je vais peut-être séparer, on va parler de la protection maladie, parce qu'effectivement il y a la protection maladie, mais il n'y a pas que ça. L'accès aux soins, il va aussi être déterminé par les conditions d'accueil, les conditions de vie, donc la prise en charge financière des soins, mais la langue aussi, et puis la formation du personnel. Et puis la formation et les dispositions des personnes qui vont être rencontrées dans le parcours de soins. Sur les conditions d'accueil, on en a pas mal parlé. Sur les conditions de vie qui vont être influencées par les conditions d'accueil, expliquer pourquoi ça joue sur l'accès aux soins. La précarité administrative d'une personne qui arrive en France, avec la difficulté à obtenir un titre de séjour, encore plus à obtenir un titre de séjour pérenne, la précarité que ça crée avec l'incertitude sur l'accès déjà au titre de séjour. Sur le plan numérique, c'est vrai. Sur le plan numérique, c'est vrai. Il faut rappeler que la France a un accueil pas beaucoup. On accueille. Ça va jouer sur la façon qu'on va avoir de pouvoir se déplacer pour aller soigner. Est-ce qu'ils sont avec médical d'État? Ça, je vais en parler après. Si mes gens cette précarité, elle va aussi jouer sur le droit au travail, la difficulté à obtenir une autorisation à travailler. Donc ça, Jean-Pierre en parlait aussi. Le travail qui est quand même le moyen d'avoir des ressources pour vivre. Difficile d'avoir une autorisation au travail, ce qui n'empêche pas de travailler, mais dans des conditions beaucoup plus difficiles, avec plus de risques de maladies professionnelles, d'accidents du travail. Et puis aussi sur ces questions d'accès aux soins, c'est pour ça que je trouvais ça important. Quand on a un travail déclaré, on a la possibilité de s'arrêter quand on est malade. On a le système des arrêts maladie, reconnaissance d'accident du travail, maladie professionnelle. Quand on a un travail qui est non déclaré, quand on n'est déjà pas sûr de pouvoir être payé à la fin du mois par son employeur, on ne va pas dire qu'on est malade et qu'on doit aller consulter. Voilà. Dans les conditions de vie, pareil, le logement. La difficulté de parler de logement, en plus on se retrouve à parler plutôt d'hébergement pour les personnes qui arrivent, et puis ensuite potentiellement des années. Parcours d'errance,
hébergement d'urgence, mobilité permanente, expulsion. Il y a des squats qui effectivement ouvrent parce qu'il n'y a plus de place dans l'hébergement de droit commun, on va dire. Les hébergements sont débordés, les squats sont expulsés, les bidonvilles sont poussés toujours plus loin. Ça va aussi jouer sur l'accès aux soins, la difficulté d'accéder aux lieux de soins. Voilà. On va passer à la prise en charge financière. À la prise en charge financière, voilà, c'est ça. L'AME. L'AME, oui. Et la sécurité sociale. Hein. Bien sûr. Alors, la protection maladie, il faut dire qu'elle arrive aussi, cette question de la protection maladie, elle arrive presque en dernier. Désolé, à chaque fois je reviens un petit peu plus loin, mais il y a une organisation du système de santé général qui est basée quand même sur le paiement à l'acte, que ce soit dans la médecine de ville, dans les. Sauf dans le public. Et ben à l'hôpital, la vérification à l'activité. La T2A, oui, d'accord. Et les hôpitaux publics ont été poussés à des logiques de rentabilité, de sur leurs dépenses. Les hôpitaux privés y étaient déjà. Donc, on va demander aux gens de pouvoir payer leurs soins. Les soins ici en France, on dit souvent qu'à l'étranger c'est extrêmement cher. En France c'est très cher aussi, sauf qu'on a la protection maladie qui fait qu'on. Une mutuelle. Éventuellement, sinon on doit la payer. Donc, à partir du fait que c'est la prise en charge financière de chaque acte de soins qui va être examiné d'abord, enfin, le fait de pouvoir payer, de pouvoir avoir les soins pris en charge, c'est le quotidien. Donc sur la protection maladie, effectivement, il y a différents dispositifs. Il y a l'assurance maladie qui est conditionnée par donc la sécurité sociale, l'assurance maladie qui nécessite une autorisation de séjour pour pouvoir avoir ça. Donc effectivement, si on n'a pas d'autorisation de séjour, on a pour l'instant on espère qu'on va pouvoir la garder parce que dans le dernier vote au Sénat, la réforme des lois sur l'immigration, ils ont proposé de la supprimer, comme ils essayent tous les ans, donc on espère que comme tous les ans ça ne va pas passer. La sécurité sociale, vous savez tous comment ça fonctionne, il y a une base, il y a une complémentaire. La complémentaire, c'est soit on la paye, soit c'est sous condition de ressources. Complémentaire est indispensable maintenant pour réellement accéder aux soins. L'importance de tout ce qu'on disait sur la difficulté à avoir un titre de séjour, la protection maladie, elle va être basée sur le titre de séjour, l'autorisation ou pas qu'on a à séjourner en France. Une personne qui arrive, personne exilée qui arrive ici, qui est par exemple dans une démarche d'asile, elle est susceptible de passer d'un dispositif à l'autre tout le temps. Avec rien au début, et puis ensuite, si c'est urgent et vital, dans les 3 premiers mois, peut-être quelque chose. Ensuite, la sécurité sociale, une certaine forme d'assurance, une rubrique de l'assurance maladie au début, puis passer à une autre. Et puis ensuite, si c'est refusé, repartir sur les médicales d'État. Et puis ensuite, finalement, si on a réussi à demander les papiers et à les obtenir pour une autre raison, on peut repasser à la Sécu, etc. C'est des parcours terribles, sachant que c'est compliqué. C'est d'une complexité folle, même les professionnels s'y perdent. Donc pour l'accès d'une personne qui n'est pas accompagnée à ces dispositifs-là, ça devient terrible. Mais une personne qui ne bénéficie ni de la sécurité, ni de l'assurance maladie, ni de l'AME, et qui se présente malade aux urgences, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des établissements publics, puisque dans le privé, bien entendu, on va se laisser au bon cœur des médecins, je dirais, mais dans le public, qui est censé recevoir tout le monde, en France, c'est pas comme aux États-Unis, mais aujourd'hui, avec les difficultés budgétaires, donc sur le personnel, les moyens, etc., qu'il rencontre, est-ce qu'un étranger malade, sans papier, est accueilli? Alors, est-ce qu'il doit l'être? Oui. Si. Est-ce qu'il doit l'être? Oui. Il doit l'être. Est-ce qu'il est... Alors, c'est compliqué, oui et non. Il faut voir les conditions. Il y a des dispositifs, en fait, du fait de tous ces obstacles successifs, en fait, il y a des dispositifs qui se sont inventés,
c'est ces 15 dernières années, on va dire, dans l'hôpital public, il y a eu la création des permanences d'accès aux soins. Il y a 15 ans, 17 ans à peu près, qui sont censés être une porte d'entrée, vers l'hôpital public. Ça reste une porte d'entrée vers l'hôpital public et que l'hôpital public au début, dans le sens où tant qu'il n'y a pas de protection maladie, ça sera que dans l'hôpital public. Donc ça exclut de la médecine de vie, de ces choses-là. Mais effectivement, ça permet d'entrer à l'hôpital. Les urgences, elles sont censées recevoir effectivement toutes les personnes qui ont un problème urgent de santé. Après, c'est pour ça qu'au début, je précisais qu'est-ce que c'est avoir une consultation, en général, c'est faisable. Il y a des médecins plein qui font des consultations gratuites aussi, qui se rendent compte qu'il faut la faire. Après, la question du traitement, c'est autre chose. Les gens qui vont aux urgences et qui sont pris aux urgences, mais qui repartent avec une ordonnance, avec des soins à faire à domicile, même s'ils n'ont pas de domicile, par une infirmière, un kiné, les médicaments, tout ça, voilà. C'est pas juste la consultation, c'est aussi la question. Et ça, pour l'instant, ça reste très compliqué. Donc les passes font un gros boulot, les associations font aussi beaucoup de travail là-dessus. En fait, tout est reporté sur les lieux qui se sont fabriqués pour proposer un accueil inconditionnel. Mais ces structures-là sont en souffrance, pas assez nombreuses parce que les obstacles sont trop nombreux, débordées parce qu'il y a beaucoup de monde, et pas forcément considérées. Donc voilà, pour la... Oui, écoutez, on pourra parler, mais peut-être d'abord... Je vais continuer, juste si j'ai encore un peu de temps. 5 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Oui, non, je voulais insister sur le problème de la langue. Il y a un gros souci qui est qu'il n'y a toujours pas de service public d'interprétariat professionnel ici. Ça fait longtemps que c'est demandé, que c'est très bien. L'interprétariat, c'est essentiel. Alors d'autant plus dans un pays où on a autant de mal à apprendre les langues étrangères, mais d'une façon générale, parler une langue baratonnée, ça suffit pas. Alors, pas la parler du tout, je vois même pas comment font mes collègues, mais la parler mal, ça suffit pas non plus. Effectivement, quelqu'un qui peut être passeur de langue, alors j'allais dire c'est un luxe. C'est un luxe parce qu'en fait, dans les hôpitaux publics, normalement, on est tous censés pouvoir avoir accès à l'interprétariat. Dans certaines associations qui ont réussi à obtenir des financements aussi, dans toutes les autres structures, pour l'instant ça n'existe pas. Après, la chose un peu déprimante, c'est que même quand ça existe, en fait, c'est très très peu utilisé. À l'hôpital, normalement, chaque service, à la PHM par exemple, chaque service est censé avoir un code spécial pour appeler un service qui s'appelle Interservice Migrantes et qui propose de l'interprétariat par téléphone, qui marche très bien, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On s'est rendu compte qu'à la permanence d'accès aux soins, c'était utilisé tout le temps, que dans tous les autres services, ça reste exceptionnel. Alors que les gens savent que ça existe, ce qui me fait peut-être aller vers la question du manque de formation. Il n'y a pas de formation des professionnels. On apprend très vite ce que coûtent les soins. Formation au niveau de cet accueil-là. Au niveau de l'accueil en général, pour pas que des personnes migrantes, mais en fait au niveau de l'accueil en général. On apprend par exemple très vite combien coûte à la sécurité sociale tel examen, tel traitement. On ne fait pas lien avec ce que ça peut coûter aux gens s'ils n'ont pas de protection maladie. Donc on n'apprend pas à s'enquérir des conditions physiques, de la possibilité de se soigner, de payer ses soins. On n'apprend pas à avoir besoin de parler aux gens, parce que finalement on ne trouve pas l'essentiel d'utiliser des interprètes. On n'est pas formé aux inégalités. J'en parle d'autant plus que en tant que médecin, je suis passé par là, par les études en question, et qu'on n'apprend rien sur les inégalités sociales de santé, sur l'exil, sur les parcours de violence, et on n'apprend pas non plus à travailler en réseau, en partenariat avec d'autres professionnels de santé et du sanitaire. Juste pour finir, très très vite. Je vais vous interrompre. En fait, ce manque de formation, les difficultés au quotidien des personnes qui travaillent dans les structures de soins,
les situations de grande violence et de grande difficulté que subissent les gens qu'on reçoit. Tout ça dans le contexte actuel, mais qui est ancien. Je crois que quand je suis né, le discours était déjà là, de rejet sur l'étranger, sur le pauvre, sur tout le monde. Si on douille, ça crée de toute façon des réflexes de rejet. On se dit, bon, voilà, ça coûte cher, c'est plus... Ah, tout à fait, ça, on entend ça tous les jours, malheureusement. Et c'est d'autant plus fort pour les personnes étrangères que, en fait, il y a des critères exceptionnels qui s'additionnent, c'est que maintenant, du guichet de la Sécu au guichet de l'hôpital, n'importe qui, partout, tout le temps, les médecins, l'infirmière, le kiné, l'assistante sociale, tout le monde est censé poser la question du statut administratif du parcours. Est-ce que vous avez les papiers, est-ce que vous n'avez pas les papiers? Si vous avez les papiers, vous avez droit à ça, mais en même temps, vous n'avez pas les papiers. Est-ce que vous êtes vraiment légitime? Et en fait, même si elle n'est pas... On va être amené à revenir sur tout ça certainement. Je vais être obligée de vous interrompre, on a un petit peu dépassé. Donc, je me tourne vers la salle, vous avez la parole. Donc, quelle question? Oui, je vois immédiatement une main se lever, notamment au milieu. Voilà. Oui, moi je suis médecin à l'antenne de premier accueil médicalisé de la Croix-Rouge à Nîmes et militante à RSF. Et je voudrais porter témoignage de la violence faite aux jeunes enfants. Les intervenants le savent très bien, les familles de migrants, en particulier ceux qui ont été déboutés du droit d'asile, qui sont de véritables réfugiés, sont à la rue avec des enfants. La semaine dernière, j'ai vu deux familles de Kosovars qui ont été déboutées du droit d'asile avec un petit enfant de 2 ans qui avait une rhinopharyngite et pour lequel le 115 n'avait aucun hébergement à proposer. Et par ailleurs, des familles de Tchétchènes avec de jeunes enfants, des tout petits, des bébés. Nous avons eu 4 familles à la rue à qui on a prêté des tentes. Et le Conseil général, qui jusqu'à ce jour hébergeait des familles avec des enfants de moins de 3 ans, ne les héberge plus. Donc c'était pour dire que la violence faite aux jeunes enfants de réfugiés est absolument impensable et scandaleuse, et cela d'autant plus que la France a quand même signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc c'était juste sur ce petit témoignage, bien sûr, que vous connaissez amplement. Bon, merci, madame. Je suppose que vous n'avez rien à ajouter. Alors, autre question? Oui, vous auriez des choses à dire. Bien, après, peut-être qu'on va prendre 2 ou 3 autres questions. Oui, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Docteur Bernard Mangeon. Oui, voilà, j'aimerais revenir sur le problème des interprètes. Bon, on a tout dit sur les interprètes, beaucoup de choses. Non seulement ce sont des passeurs de mots, mais surtout c'est des passeurs de sens et de culture. Alors, premier point, il faut tordre je crois, le cou et imiter que les interprètes, ça coûte. Ça ne coûte pas, ça fait gagner de l'argent. Parce que lorsque vous interrogez quelqu'un que vous ne comprenez pas, en tant que médecin, pour des raisons de sécurité, vous êtes obligé de multiplier des examens qui se sont totalement inutiles et fort coûteux. Donc je crois que déjà il faut se dire que tous les hôpitaux devraient avoir des interprètes. Ça coûterait beaucoup moins cher. En perte de temps, en perte d'argent, et en déplacement de problèmes, parce que la plupart de ces personnes qui viennent, comme ça, des migrants, ils souffrent en fait, comme on l'a dit ce matin, de souffrance psychique. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que ces interprètes, il faut non seulement qu'ils soient formés à l'exercice médical, mais il faut qu'ils soient contenus. Je m'explique. Lorsqu'un interprète entend des récits, ils sont souvent extrêmement durs, de gens qui ont été torturés, de gens qui ont été malmenés, eh bien, ça entre en résonance profondément avec sa propre histoire. Beaucoup d'interprètes sont eux-mêmes des réfugiés, sont eux-mêmes des gens qui ont demandé l'asile, sont eux-mêmes des gens dont la famille est encore menacée. Donc il est, je crois, très important d'avoir des interprètes, non seulement formés, mais encore une fois, englobés quand même et contenus dans un, si possible, dans un ensemble, dans lequel les témoignages puissent être revus et évités. Moi, je me suis certains interprètes disant, quand nous sortons dans la rue, nous ne savons plus où nous sommes. Merci, docteur Mangeon. Il y avait une autre... voilà, un autre... Sur la droite. Ah, pardon. Oui.
Et sur la droite, il y a deux mains qui sont levées, droite, si je ne me trompe. Merci. Bon, moi j'avais plusieurs points de vue. Peut-être je vais vous demander si, oui. si vous voulez bien vous présenter. Philippe Truz. Alors des casquettes, j'en ai plein. Entre autres, je suis l'un des quelques cofondateurs de cette robuste association, dans les années 83-84. Bon, j'aurais voulu réagir sur plein de points de vue, mais rassurez-vous, je vais en prendre aucun. J'aurais voulu réagir comme quelqu'un, par exemple, qui a passé 17 ans dans un pays qui s'appelle l'Afghanistan, à l'époque de la Grande Guerre, soviéto-afghane. Et j'aurais voulu raconter ce que représente pour un pays la perte de substance de l'immigration. C'est-à-dire des gens qui quittent le pays, surtout ceux qui ont des compétences, des métiers, des capacités. Je ferai de l'effleurer, je ne pourrais pas en parler, mais j'aimerais aussi quand même que vous gardiez en tête qu'un migrant, surtout un migrant compétent qui a un métier, qui arrive en France, c'est quelqu'un qui quitte son pays et c'est une perte pour le pays. Et ça, c'est pas anodin quand ça prend des proportions importantes. Et c'est pas non plus peut-être involontaire. J'aurais voulu parler en tant que médecin territorial pendant des années dans les quartiers populaires et sensibles, comme on dit, de la grande identité, de la grande analogie qu'il y a entre les pathologies et les souffrances. Bernard Grandjean parlait de souffrance psychique, de la population précaire en France par rapport à cette population migrante. Et quelque part aussi, j'aurais voulu pouvoir développer sur le fait que la spécialisation des informations, des associations, des organismes sur les réfugiés ou sur les demandeurs d'asile, parfois provoque une vision un petit peu tunélaire et empêche de voir le tableau général, d'autant plus que les demandeurs d'asile, les réfugiés, secondairement, ne sont pas hébergés dans tous les quartiers. La répartition que vous avez dit tout à l'heure du nombre d'étrangers par rapport à la population française, effectivement, elle serait tout à fait absorbable si elle était également répartie. Mais ce n'est pas également réparti, c'est extrêmement inégalement réparti. Et ça vient dans les quartiers qui sont déjà conflits de problèmes de santé en particulier. Il y a beaucoup de parenté et de cousinage entre ces pathologies. Bien sûr, il y a des choses spécifiques à celui qui parle pas la langue, qui a eu la mort de près, c'est évident. Mais bon, troisième casquette, elle ne va pas vous plaire. Je suis médecin à l'OFII, je suis même le coordinateur régional de l'OFII, l'Office français des migrations. Bon, je voudrais quand même un petit peu porter quelques bémols à ce discours, à ce parcours du demandeur d'asile que vous avez décrit. Alors, d'abord, je voudrais quand même faire une petite critique dans l'ensemble. Il y a beaucoup, je sais, comme un petit Dumpty dans Alice au Pays des Merveilles, qui avait le pouvoir de donner au mot le sens qu'il désirait. Enfin, donc, libre à vous d'appeler réfugié, ce qui n'est pas nécessairement réfugié, c'est tout à fait libre. Mais il y a des définitions administratives. En France, donc le réfugié, c'est celui qui obtient le statut de réfugié à l'issue de l'examen de son dossier par l'OFPRA, puis, en cas de réponse négative, par la Cour nationale de l'asile, qui est une structure de recours. Et avant ça, il est demandeur d'asile. Et à côté de ça, il y a les migrants. Il y a 220 000 migrants qui rentrent en France chaque année, principalement sur l'immigration familiale, ou sur les étudiants, ou sur les salariés, etc. Et tout ça, et puis il y a ceux, les députés qui restent en France, d'autres qui rentrent clandestinement en France, qui vont créer la grande masse des migrants en situation irrégulière en France. Et il y a bien sûr des passerelles, mais il y a aussi, mais en particulier sur le point particulier de la santé, il y a quand même des statuts très différents, ne serait-ce que vis-à-vis de l'accès aux droits, de l'accès aux soins. Bon, et il y a quand même pas mal de confusion et d'amalgame fait entre ces différents statuts. J'en profite pour rassurer la dame ce matin. Alors, un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui est en situation tout à fait régulière en France. Elle peut l'héberger en France, elle peut l'héberger chez elle, il n'y a aucune loi qui interdit, elle ne sera pas poursuivie. Et de toute façon, il n'y a pas dans le monde qui est poursuivi parce qu'il héberge des étrangers, même en situation irrégulière en France. Donc, un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui est en situation régulière, et il a l'accès aux soins total. Il a la CMU-C en moyenne dans le mois qui suit son arrivée en France et son enregistrement au terme d'un parcours. Vous avez décrit un parcours, bon, je pense que c'est une réalité aussi parfois, mais bon, vous auriez dû signaler quand même qu'il y avait une loi sur l'asile qui a été votée cet été et qui réforme complètement ce parcours.
Alors, si j'ai 3 secondes, je le dis. Brièvement, s'il vous plaît, parce qu'il y a d'autres demandes de parler. Oui, mais vous avez annoncé la fermeture de la plateforme d'asile, Madame la Grande Maison. Donc quand même... Tout à fait. Bon. Vous voulez revenir là-dessus? Non, je ne veux pas revenir là-dessus. Je veux dire que de toute façon, le système est en refonte particulière. Au 1er janvier, il sera tout à fait différent. Et ce qui était avant les plateformes d'asile jouera un rôle tout à fait différent de ce qu'il jouait jusqu'à maintenant. Un rôle beaucoup plus limité, puisque, grosso modo, un des rôles principaux, ce sera de prendre rendez-vous dans les 3 jours, grâce à un logiciel partagé avec la préfecture, sur la plateforme, ce qu'on appelle le guichet unique, où seront regroupés tous les services, je parle de demandeurs d'asile, tous les services de la préfecture et de l'OFI. Et qu'à l'issue de 3 jours de délai maximum, délai imposé par les directives européennes, donc vous savez très bien que la France a inscrit dans la loi, il faudra qu'ils sortent de là avec un hébergement, une orientation vers un hébergement. Alors, je ne vais pas faire de l'angélisme. Aujourd'hui, il n'y a que un tiers des demandeurs d'asile qui seront hébergés dans un CADA. Un CADA, c'est une structure gérée par une association, soit sous forme de foyer, soit sous forme d'habitat éclaté, dans lequel ils seront pris en charge. Je ne peux pas laisser dire quand même que le dossier à l'OFPRA se prépare dans l'urgence et dans l'attention extrême sur la plateforme d'asile. Vous savez très bien que ce n'est pas là que se prépare l'OFPRA. Il y a quelqu'un ici qui travaille dans un CADA, je l'ai rencontré tout à l'heure. C'est lorsque les gens sont dans le CADA qu'ils vont pouvoir être aidés par ce qu'on appelle l'aide au récit, qui vont avoir des jours, des semaines, des mois, parce que là, la convocation à l'OFPRA, aujourd'hui, elle prend 2 ans de délai pour construire son dossier et construire son récit. Il y a de profondes inégalités qu'il faut souligner, c'est entre les demandeurs d'asile qui sont hébergés dans les CADA et ceux qui sont hors CADA, c'est-à-dire les 2 tiers aujourd'hui, même si cette proportion a tendance à diminuer. Là, il y a de profondes inégalités de chance à situation égale qu'il faudrait souligner, voire dénoncer. Où sont les autres? Alors un CADA, ce n'est pas une prison, ce n'est pas un centre de détention, hein, c'est une structure libre, ouverte, et le plus souvent, de plus en plus d'ailleurs, éclatée. Ce sont des appartements. On vit à Marseille. Il y a 10 CADA à Marseille. Quelqu'un m'a fait une matinée demander qu'est-ce qu'on fait à Marseille pour les migrants, pour les réfugiés. Il y a 10 CADA à Marseille. Il y en a un à Miramas, il y en a 2 dans le Vaucluse, il y en a 2 dans le Var. Il y en a un dans le 04 et un dans le 05. Les 2 autres tiers, hélas, on va les retrouver soit dans l'hébergement d'urgence de droit commun. Exemple, la Madragueville, pour ceux qui ont connu, j'ai été médecin pendant des années à la Madragueville avec l'époque de Sarah. Donc effectivement, je sais que c'est pas... C'est pas rigolo. Oui, mais ça vaut le coup. Alors, on reste sur... Je n'en doute pas. Non, mais bon, si vous voulez rester sur des images apocalyptiques, si ça vous fait plaisir, tant mieux. Si maintenant on peut un petit peu corriger et dire c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, mais ce n'est pas l'espèce de violence d'État ou de souffrance organisée, c'est quand même ce qui a été dit, d'accord, à la tribune. Bon, voilà, je veux dire, il y a quand même des bémols à porter. Si vous voulez rester dans les amalgames et dans les caricatures... Non, je ne veux pas... Je ne pense pas qu'il y ait eu d'amalgame, mais vous avez votre point de vue, vous avez le droit de l'avoir. On va vite monter la parole, je crois, dans le même secteur. J'avais vu se lever. Ah, la personne s'est découragée. J'avais vu un bras se lever tout à l'heure. Ah oui, pardon, face de moi. Bonjour. Je m'adresse un peu particulièrement aux représentants des ministères. Je peux vous demander votre nom, monsieur? Oui, docteur Belovanov. Alors, on est bien tout le monde conscient qu'on a sur les bras une crise humanitaire majeure qui malheureusement risque encore de s'aggraver et auquel on va amener des réponses que notre pays, avec sa tradition, se veut les meilleures possibles. Mais on est conscient, tout le monde est conscient aussi, que la seule possibilité d'insertion de ces migrants, c'est quand même de leur trouver du travail. Et je voudrais savoir, ma question est volontairement béotienne, qui s'occupe de leur trouver du travail, qui s'occupe de recenser leurs compétences et donc éventuellement de leur trouver par la suite une occupation qui leur permette de vivre et de gagner de l'argent.
de gagner de l'argent dignement et de ne pas sombrer dans l'assistanat qui entraînera inévitablement donc, les problèmes que l'on connaît de xénophobie et une situation explosive. Ça commence déjà. Voilà, alors c'est vrai que là nous dépassons un petit peu le secteur de la santé, encore que la santé au sens de l'OMS c'est très global, mais je crois que votre question s'adressait surtout aux représentants du ministère des Affaires étrangères. Donc s'il veut bien nous répondre. Oui, mais merci monsieur d'avoir posé cette question, parce que comme je le disais précédemment, on pense au ministère qu'effectivement le problème de l'insertion professionnelle et du travail, c'est une des façons les plus importantes d'effectivement de permettre aux migrants de retrouver des conditions de vie décentes, soit dans les pays hôtes, soit quand c'est possible dans d'autres États. Pour ça, encore une fois, on s'appuie principalement sur la société civile. On a beaucoup d'ONG françaises qui portent des projets pour l'insertion professionnelle et le travail des jeunes. Je pense notamment à des grands programmes portés par Solidarité Laïque ou le CFSI, des programmes concertés pluriacteurs. Il y a beaucoup d'argent qui est dégagé pour ça. Mais effectivement, encore une fois, c'est vraiment des organisations de la société civile locales ou françaises ou internationales. Puisque vous avez le micro, oui. M. Mounier, je voudrais vous reparler quand même de cette plateforme Asile qui doit annoncer sa fermeture. Vous étiez au courant et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, parce que c'est quand même dû à un manque de moyens donnés par l'État. J'entends ce que vous me dites et je le relayerai. Simplement, bon, vous allez me dire que l'État est indivisible et que je me désolidarise de mes collègues du ministère de l'Intérieur, mais effectivement, nous, on a une compétence surtout sur les projets à l'étranger, ou alors des projets en France, mais qui ont rapport avec ce qui se passe à l'étranger. Or, ça, il s'agit vraiment de l'accueil en France. Donc voilà. Je ne veux pas parler à la place du ministère de l'Intérieur ou de la préfecture et j'en suis désolé. D'accord, merci. Alors, je vais quand même me tourner vers les intervenants à la tribune, notamment l'intervenant qui était un petit peu long, mais a parlé d'amalgame. Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre là-dessus? Vous avez l'impression de faire des amalgames? Je pense que quand je considère quelqu'un d'abord comme un être humain, je fais, si vous appelez ça amalgame, ça me va tout à fait. Mais je rappellerai quand même que le concept de demandeur d'asile, il y a une thèse de doctorat qui a été réalisée là-dessus, date de 1984, quand la France est rentrée dans la mondialisation, je le rappelle. Il y a sûrement des liens, mais avant, on les appelait tous des réfugiés. Alors, je sais que c'est devenu une définition administrative. Moi, je ne me sens pas d'abord fonctionnaire. Je me sens d'abord un citoyen et je sens la liberté de considérer que, effectivement, j'ai d'abord en face de moi un être humain qui a besoin. Je n'ai pas rencontré, moi, on en voit suffisamment toutes les semaines, je n'ai pas rencontré quelqu'un que moi je peux considérer comme étant un faux. On a fait toute une journée, ça c'est en interne, sur la nouvelle loi, je sais qu'elle vient de changer. On a fait aussi une séance publique à la fac de droit il y a moins d'un mois. Les spécialistes juristes sont effarés de ce qui sort de cette loi. Alors effectivement, je n'étais pas là pour polémiquer, de toute façon en un quart d'heure traiter tout ça, c'était pas sérieux. Mais je pourrais le faire. Alors c'est vrai que je suis allé trop vite. Là, le dépôt, je reconnais le dépôt à l'OFPRA, c'est 21 jours.
Pour ceux alors, qui ont la chance d'être en Canada, effectivement, il va y avoir le temps. Pour d'autres, ça se passe tout à fait différemment. Les 2 heures, c'était pour tout le dossier, le pré-dossier. Mais ceci dit, ça n'empêche que de toute façon, on sait que c'est insuffisant et je maintiens tout le reste. Mais ce qui me semble le plus intéressant quand même, c'est que on a abordé ce matin, Bernard Conjon l'a abordé pour proposer cette question des conditions d'accueil. En décembre 2013, c'est pas vieux, à Malte, et ça sera court ce que je raconte, des chercheurs, des historiens, des sociologues, des politologues, etc., des économistes se rencontrent pendant une semaine pour travailler sur cette hypothèse. On ouvre les frontières dans l'année, qu'est-ce qui se passe? Ils ont travaillé sur 3 couples de pays pour travailler sur des situations réelles. Alors, c'est de l'étude, n'empêche que leur conclusion est à 3 niveaux importants. Premièrement, il n'y aurait pas d'invasion. Il y aurait un peu plus de migration, mais plus provisoire. Il n'y aurait pas d'invasion. Deuxièmement, ça irait beaucoup mieux pour les gens et pour les économies ici et là-bas. Il y a des études qui montrent qu'il y aurait un accroissement qui varie selon les pays entre 67 et 147%. Globalement, ça veut dire que ces fermetures des frontières, ça rapporte beaucoup à des gens qui sont déjà trop riches, mais globalement, nous, on y perd, et surtout les plus pauvres. Troisième conclusion, c'est vrai que ça créerait un problème. Il y aurait un accroissement de xénophobie, de repli identitaire ou pas, mais notre réponse à nous, c'est que la xénophobie, ça se soigne. Et c'est pour ça qu'on travaille à enraciner une culture de l'hospitalité un peu partout. Et depuis cet été, ça a énormément bougé. On est actuellement, nous, en lien, rien que dans la région, avec une 60aine de communes, petites et moyennes, où des gens de la société civile sont en train de s'organiser pour accueillir, et pas que les gens qui viennent de loin, aussi ceux qui sont à côté d'eux, y compris des gens qui sont en situation administrative illégale, que nous n'appelons plus les sans-papiers, mais des gens régularisables. Parce que la responsabilité de cette situation, elle porte sur l'administration qui peut parfaitement les régulariser, d'autant plus que de toute façon, on est en dépopulation. Alors je ne sais pas pourquoi il faudrait aller attendre, je ne sais pas quel miracle démographique ou aller chercher loin des gens qui de toute façon sont là et resteront. La xénophobie, ça se soigne, le repli sur soi, mais on n'en a pas vraiment l'impression dans l'actualité en ce moment. Alors, parce que les médias n'en parlent pas assez. Parce que les médias n'en parlent pas assez. Il y a des centaines de gens qui disent « Nous, on est prêts à accueillir ». C'est vrai qu'à Marseille, il y a un squat, mais dans tous les villages et les petites villes où je vais, on est parti presque tous les soirs. C'est des réunions à 50 personnes qui disent « On veut poser des actes ». C'est pas simplement « ça nous intéresse ». Et on rencontre des gens qui étaient, il y avait des militants, il y avait des gens qui n'étaient pas militants, mais qui disent maintenant, ça suffit l'inhospitalité, ça suffit la xénophobie d'État, parce qu'effectivement, ce sont des déclarations en haut lieu, y compris au niveau de l'Europe, comme si le problème dans le monde, en tout cas en Europe, c'était les étrangers. Qu'est-ce que c'est ça? Ça repose sur rien du tout, on nous fait peur pour nous dominer. Ça suffit maintenant. Merci, je dois dire que ça fait du bien entendre. Docteur Salé, vous voulez... Alors ça serait d'ailleurs pas mal vers la fin de cette table ronde de parler de choses positives, de solutions possibles. C'est bien, Jean-Pierre Cavalier, là, justement, nous rassure un peu. Mais bon, est-ce que c'est pas encore des choses isolées que vous voyez parce que vous êtes sur le terrain, parce que... voilà. Et docteur Salé, je crois que vous avez aussi... chose positive. Alors, peut-être, mais je ne vous entends pas. Désolé, pardon, c'est mieux là. Je voulais quand même répondre à la question des œillères des associations qui ne s'occupent que des personnes étrangères. On vous entend pas. On vous entend pas. Alors, oui, par exemple, au Comène, effectivement, on reçoit par définition que des personnes migrantes exilées. Beaucoup de demandeurs d'asile, etc. C'est pour ça aussi que c'était pour prévenir ce genre de remarques que j'avais essayé de prendre un peu large. Effectivement, c'est pas les seuls à... Il n'y a pas que les personnes étrangères qui ont du mal à se soigner actuellement en France.
Et c'est ça que j'ai essayé peut-être un petit peu de dire mal. Mais oui, les inégalités sociales de santé, c'est quelque chose de très intégré dans l'ensemble de la société française. Et ces personnes-là les subissent parmi les autres, avec des déterminants en plus, qui est leur statut administratif, leur isolement à l'arrivée, la langue, etc. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup d'autres problèmes que juste ce qui est lié à leur statut administratif. Les franchises, les dépassements, le système d'événements, etc. C'est pour ça que je reviens les questions d'hébergement qui sont des problèmes pour effectivement tout le monde. Donc, sur la facilité à obtenir la CMU, ça prend un mois. Ça prend un mois sur certains endroits parce qu'effectivement il y a des personnes, enfin il y a quelque chose qui s'est développé ici, qui est qu'il y a les associations, les structures qui reçoivent les personnes à leur arrivée sont conventionnées avec la sécurité sociale. Si on fait la demande sans passer par les lieux où c'est conventionné, c'est plus un mois, c'est 3, 4, 5 en fonction des retours de dossiers, des choses comme ça. Remplir un dossier de CMU complémentaire, c'est une complexité folle, parce qu'il faut toujours plus de... Et donc, non, vous avez oui, nationalement, il faut faire... Après, c'est bien de parler des moyennes, mais c'est important de se rendre compte qu'il y a des populations pour qui ça serait que 5 personnes, ça serait important quand même. On ne peut pas nier qu'il y a des soucis à l'accès à la protection maladie. Sur les expériences positives, oui. La sécurité sociale en soi, c'est une invention super. Oui. La conserver, c'est très bien. Elle a régressé. Et voilà. Voilà, ces choses-là. Non, je pensais des solutions peut-être plus associatives, etc. Mais c'est sûr que la sécurité sociale, il faut se battre pour la conserver. Parce elle est quand même très attaquée. Hein. Oui, le système de santé, il y a plein de choses qui sont très bien dedans. Après, si on lâchait la question de la légitimité d'un tel ou tel à se soigner à tel moment, à tel endroit, et qu'on se disait que une personne qui a besoin de soins peut bénéficier de ces soins et qu'on s'en donne les moyens, ça serait en fait. Donc il y a plein de choses qui se font tous les jours, partout. Là, c'est vrai que je pointais sur tous les problèmes, mais voilà. Il y a des associations, il y a des services, il y a des... Enfin, sur le plan médical, on va dire. Il n'y a pas que les associations qui font des choses bien, il y a des choses bien qui se passent aussi dans les hôpitaux, Après, c'est difficile de devoir tout reporter sur l'associatif, en fait. C'est vrai que ça serait bien que ça ne repose pas que sur des initiatives de bienveillance collective ou associations qui se bougent. Bien sûr. Il y a plein de choses qui se passent, même s'il y a des très bonnes choses qui se passent sur la santé communautaire, notamment. Il y a une prise en compte... Il y a un truc positif, c'est que toutes ces inégalités sociales de santé, il y a 15 ans, on n'en parlait pas en fait. On ne connaissait pas trop ici, on ne savait pas qu'on pouvait aussi se poser des questions comme ça. C'est positif, on se le pose. Il y a une apparition des questions justement de santé communautaire, de co-construction avec les personnes qui sont directement concernées, de remise en question du côté vertical et savant de la médecine, des équivalents. Ça, c'est assez positif. Je crois que le docteur Bueno a aussi du positif. Oui. Alors on va continuer ce petit tour de table. Il faut des points positifs, c'est important dans ce débat. Ce qui est extrêmement fort, en tout cas, de porter soin à des personnes qui, finalement, n'ont jamais été confrontées à une culture médicale occidentale. Et ça, c'est un choc. C'est un choc qui fait relativiser toute la fierté que l'on a de notre système. Notre culture occidentale, c'est un peu fourvoyé dans la technique, dans l'imagerie, dans les chiffres biologiques, et on a un peu perdu finalement le côté relationnel qu'implique de prendre soin de l'autre. Et c'est à ce moment-là que je redécouvre, quand j'ai cette consultation avec des personnes qui n'ont jamais, je me rappelle, certaines d'entre elles n'ont jamais vu un médecin. L'autre jour, je m'approche d'un jeune pour l'examiner, j'avais mon stéthoscope autour du cou, puis j'ai eu un petit doute et je me suis dit c'est une question à poser ça. Je me suis rapproché du jeune gars, c'est un jeune garçon. Est-ce que tu as déjà vu un truc comme ça?
Il m'a dit, ouais, à la télé, Dr House. Mais oui, évidemment que ça m'a fait rire aussi, c'était extra. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une manière d'exercer la médecine, et que notre médecine, qui, comme je le répète, est beaucoup trop technique, a trop perdu de ce qu'est l'interrogatoire de l'autre pour parvenir à comprendre l'autre. Et je répète encore, et Bernard Grongeon l'a aussi dit, l'interprète, le médiateur culturel, transculturel, est extrêmement important dans ce type de médecine. Et soigner les migrants, c'est aussi apprendre d'eux. Merci, je crois que c'était important de souligner et important de parler de cet aspect de la formation des médecins. Les médecins eux-mêmes, d'ailleurs, regrettent ce manque de formation sur un plan plus humain, plus du dialogue, de l'écoute, etc. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Oui, madame, je pense que ce sera la dernière. À part aussi, c'est maintenant ou jamais, comme disait ma consoeur ce matin. Donc s'il y a une autre question, vous levez la main immédiatement. Et pour l'instant, c'est sur la gauche. Voilà. Oui. Donc madame, à gauche. Juste un mot. Vous cherchiez donc un aspect positif. Vous ne pensez pas que la réunion d'aujourd'hui, ce monde dans la salle, c'est déjà un aspect positif en soi? Je pense que personne ne pourra dire le contraire. Les échanges vont généralement avancer les choses. En général. Oui, madame. Alors c'est aussi pour développer un aspect positif. Donc je suis Dominique Racineau, je suis médecin de la place Rimbaud, enfin un des médecins de la place Rimbaud avec le docteur Salé aussi, qui a plusieurs casquettes lui aussi. Donc c'est une passe médico-sociale qui est un dispositif hospitalier. Je suis aussi vice-présidente du collectif national des passes. Donc ces dispositifs hospitaliers ont été mis en place en 1998, au moment où l'aide médicale d'État a été mise en place. C'est très hétéromorphe, c'est des dispositifs qui sont médico-sociaux avec des assistantes sociales et des soignants, infirmiers, médecins, parfois psychologues, parfois kinésithérapeutes. Et on essaye en fait d'intégrer les patients dans le parcours de soins quand ils ont besoin de soins. Donc, et par le dispositif, en leur permettant, grâce au travail de l'assistante sociale, d'acquérir des droits, que ce soit à la sécurité sociale, mais aussi au logement si on peut, ou à l'aide. Et puis le médecin va, comme Didier Blouéno, on va faire des premiers entretiens cliniques assez longs, avec un interprétariat téléphonique qui est délivré par Interservice Migrants, qui nous aide beaucoup. Voilà, et dès que le patient a acquis ses droits, on va essayer, si c'est possible, de le réintégrer dans le droit commun. Donc la chose positive, c'est que petit à petit, nos dispositifs s'étoffent. Et à Marseille, ils s'étoffent de façon assez positive parce que maintenant, on a 2 internes qui sont normalement par là, mais qui participent donc à la formation des médecins généralistes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très bien parce qu'on apprend aux médecins en formation de prendre une prise en charge globale, comme tu disais Didier, une prise en charge globale qui permet et de prendre du temps et de comprendre aussi quels sont les déterminants, ce qui était dit ce matin sur les déterminants à la migration et comment ça impacte sur la santé et comment il est important en fait de pas tout de suite penser que médical, mais aussi penser social. Donc, et à mon sens, comme tu disais Didier, c'est qu'on apprend des migrants. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit très rapidement que la santé n'est pas du tout qu'une histoire de maladie et voilà, il y a des maladies sociales. Voilà, donc c'était le côté positif, c'est que ça commence à s'étoffer, c'est quelque chose de public et qu'il faut, évidemment, on aimerait que les finances soient plus développées. Voilà. Quelque chose d'important, c'est cette notion de prise en charge globale. Il y avait d'ailleurs des centres de santé dans la région
qui était très pointu sur ces questions. Et malheureusement, ça ne serait pour personne qu'il y a des reculs dus à des problèmes de gestion, de finances, etc. Et prise en charge globale, ça veut dire évidemment la prise en considération des facteurs sociaux, économiques, culturels, et la prévention, enfin, etc. Alors peut-être un dernier mot à la tribune. Il y a une question. Oui, il y a encore une demande de parole. Oui, alors. Oui, bonjour. La dernière. C'était simplement pour continuer dans le côté positif, comme on n'en a pas trop parlé. Moi, je suis infirmière de PMI et dans les consultations aussi bien de nourrissons jusqu'à l'âge de 6 ans et pour les consultations gynécologiques, on reçoit toutes les femmes qui sont en âge de procréer jusqu'à... Donc, sans leur dispositif, on les reçoit tout à fait. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, y penser, hein, parce que nous, on en reçoit beaucoup. Hein. Voilà. Merci. Merci à vous. Excusez-moi. En fait, on est collègues. Juste pour compléter. Voilà, juste pour affiner un peu le discours de ma collègue. Au niveau du conseil général, il y a beaucoup de services qui reçoivent en inconditionnalité, avec ou sans papier. Je pense que ce qui est ressorti tout à l'heure, c'est le manque d'information et de formation. Et il y a un énorme réseau sur Marseille qui existe au niveau administratif, associatif. Il y a beaucoup de travail qui est fait par Médecins du Monde, par les Maraudes, Sarah GHU, pardon, par les services du conseil général, de la ville aussi, de vaccination. Et je pense que des fois, il y a juste un problème de coordination entre différents services ou d'une même institution, ou du réseau partenarial tout simplement, où on essaie de combler certains problèmes, parce qu'on a une personne, on a un être humain. Et disons que quand on est motivé, on essaie de répondre à toutes les problématiques d'un coup, ce qui est difficile parce qu'on n'est pas formé à tout. Et des fois, de passer le relais aux collègues qui sont formés à ça, et si on apprenait peut-être à déléguer aux collègues qui sont payés ou financés pour ça, on pourrait avoir des situations qui se débloqueraient beaucoup plus facilement finalement, par le service de la passe. En fait, il y a beaucoup de choses qui existent sur Marseille. Il faut juste que les gens apprennent à se connaître les uns les autres, et ça fonctionne très bien quand on arrive à se coordonner. Merci. Ils en sont informés. Merci. Peut-être je me tourne vers... Je suis désolée, mais je pense qu'on va devoir arrêter. Parce on ne peut pas un petit mot juste à la tribune, non. Jean-Pierre Cavalier avait envie de réagir, c'est pas... pour moi, il n'y a pas eu tout à fait 1h30. On avait déjà un peu de retard, donc je m'excuse, mais je pense qu'on va devoir... c'est nous qui... Bon, je suis désolée. Il n'y a rien à faire, il faut s'arrêter. Oui. Merci beaucoup. Donc nous laissons la place à la suite du programme. Merci Julien, merci Didier, merci Jean-Pierre, merci Madame Grandmeson.